Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici le programme du jour. On va commencer d'abord par l'objet de notre focus. Anne L'Huillier, pionnière de la physique ultra rapide, a été récompensée l'année dernière du prix Nobel de physique. C'est notre portrait du jour, portrait plein d'inspiration et d'humilité. Vous allez le voir qui nous est présenté dans un instant. Et puis elle est avec nous en plateau, elle a toujours une idée derrière la tech. Jeanne Dreyfus. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Jeanne, comment les intelligences artificielles et le jeu sur le détournement des styles et des artistes sont devenus le terrain de jeu des communicants? C'est ce dont vous allez nous parler aujourd'hui. Absolument, les chefs-d'œuvre de l'histoire de l'art sont les stars du détournement, souvent potaches, mais parfois créatifs, et ça ne fait que augmenter avec les IA, avec les réseaux. On voit donc comment s'en emparent les publicitaires tout à l'heure. On le voit dans un instant, et puis c'est notre sujet du jour. Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale, s'est positionnée très récemment, il y a quelques jours, en faveur d'une pause numérique complète dans les collèges. Une déclaration qui, vous le savez, intervient quelques jours après le passage à tabac d'une collégienne à Montpellier, victime de harcèlement et de menaces sur les réseaux sociaux. Alors cela pourrait-il consister, en quoi cela pourrait-il consister, et cela permettrait-il surtout d'éradiquer les phénomènes de violence dans les établissements scolaires? On en parle avec notre invitée Hélène Azevedo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Modco et justement vous avez quelques solutions à nous proposer sur le sujet. On en parle dans un instant, juste après le focus. Et maintenant, focus sur Anne L'Huillier. Début octobre, on lui a décerné le prix Nobel de physique. Une chercheuse qui n'est que la deuxième française à recevoir ce prix et la cinquième femme au monde. Et pourtant, c'était pas gagné d'avance. Et c'est Xavier Tarade qui nous raconte pourquoi. Applaudie à la Lund University en Suède où elle enseigne depuis 25 ans, face à ses collègues, Anne L'Huillier n'a pas pu masquer son émotion. Une émotion justifiée car la physicienne franco-suédoise de 65 ans a reçu de son propre aveu la plus prestigieuse récompense, le prix Nobel de physique 2023. Elle est la deuxième française à recevoir la distinction du Nobel de physique 120 ans après Marie Curie et la cinquième femme au monde à être récompensée dans cette discipline. Elle était en plein cours quand elle a appris la bonne nouvelle par téléphone. Face à ses étudiants, elle a terminé la séance comme si de rien n'était, en toute humilité. Elle leur a simplement signalé que le cours durerait moins de temps qu'à l'accoutumée à cause d'un emploi du temps inhabituellement chargé. Cette distinction, Anne L'Huillier la partage avec un autre Français, Pierre Agostini, et avec l'austro-hongrois Ferenc Krausz. Le trio de chercheurs a été récompensé pour ses travaux sur l'attoseconde, un milliardième de seconde, des recherches qu'Anne L'Huillier avait expliquées en 2011 au moment de recevoir le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science. Il s'agit d'une caméra très rapide. On génère des impulsions lumineuses très courtes du domaine attoseconde. Et ça veut dire des milliardièmes de seconde. Et avec ces impulsions lumineuses très courtes, on essaye de photographier le mouvement des électrons. Les électrons sont des particules très petites, qui bougent très vite, qui sont très importantes dans l'interaction entre la lumière et la matière. Et donc on essaye de suivre ces processus électroniques dans le domaine temporel. Toutes les grandes découvertes sont au départ de la recherche fondamentale sans idée d'application derrière. Jusqu'au prix Nobel de physique 2023, Anne L'Huillier a su se montrer patiente puisque ses premières découvertes datent de 1987, juste après sa thèse. À cette époque, ses travaux considérés comme des curiosités de laboratoire ont failli être interrompus. Mais la physicienne a tenu bon. En 1995, après plusieurs voyages de recherche aux États-Unis, la chercheuse quitte la France et le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives pour entamer en Suède le nouveau chapitre de sa vie. Mais la France ne l'a jamais oubliée. En avril 2023, Anne L'Huillier avait reçu la croix d'officier de la Légion d'honneur. Allez, autre chose à présent. Si 9 élèves sur 10 ont un portable dans leur poche, les établissements scolaires, eux, restent sous-équipés en outils numériques. Voilà en tout cas le constat qu'a fait une entreprise. Ça s'appelle Modco, qui exploite le parc existant des portables personnels des élèves pour permettre l'enseignement au et par le numérique. Enseignement qui est d'ailleurs requis par le programme de l'Éducation nationale. On en parle tout de suite dans la première partie du talk.
Et on en parle avec notre invitée Hélène Azevedo. Vous êtes la cofondatrice de Modco. Vous écrivez sur votre site internet que la majorité des établissements scolaires interdisent toujours les smartphones quand un élève sur 3 avoue l'utiliser en cachette. L'exposition aux dangers du numérique, on le voit, reste donc un problème à la fois réel et non avoué. Problème auquel vous souhaitez répondre avec Modco en invitant notamment les élèves à rejoindre une sorte de ce qu'on peut appeler une bulle sécurisée qui les informe de l'utilisation qu'ils font de leur smartphone et qui les responsabilise aussi. Et c'est important et on va parler à un usage raisonné, pédagogique aussi du numérique. Comment ça fonctionne concrètement, Hélène, Modco ? Alors Modco, c'est 2 interfaces. Une interface mobile pour l'élève, donc il va télécharger une application mobile sur son téléphone, et une interface professeur, qu'il va accéder via son ordinateur ou la tablette de l'école. Et donc l'idée, elle est simple. L'élève, il rentre en classe, il active Modco parce qu'il sait qu'avec son professeur, il a le droit d'utiliser son téléphone pour travailler, bien entendu. Et oui, donc, c'est à des fins pédagogiques. Totalement, parce qu'en effet, le temps de travail, le temps d'école, et pour apprendre le français, les maths et toutes les autres compétences fondamentales du programme scolaire. Donc oui, l'objectif, c'est comment on va apporter ce cadre, vous l'avez très bien dit, une bulle dans laquelle l'élève apprend à utiliser son téléphone pour autre chose que les réseaux sociaux ou les jeux en ligne, tout en étant dans un cadre qui est contrôlé par le professeur afin d'éviter la perte d'attention, le désengagement et justement créer de l'interactivité avec l'élève. Ça veut dire que l'enseignant, il a sur sa plateforme à lui, il peut voir ce que les enfants font sur leur portable. Comment ça fonctionne concrètement ? Alors, depuis la conception de la solution, on a été très vigilant quant à l'utilisation des données personnelles. Donc, Modco, c'est un grand enjeu. Totalement. Donc, on a suivi le principe de privacy by design. Donc, on ne demande que les informations qui sont essentielles pour faire fonctionner l'application et la solution. Donc la seule chose que le professeur va savoir, c'est est-ce que l'élève, il est bien dans l'environnement Modco ? Oui, non. Il l'est très bien parce qu'il est dans des usages pédagogiques. Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de danger. Il est sorti de Modco. Alors là, on ne sait pas ce qu'il fait, mais il n'est pas dans un usage pédagogique. D'accord. Alors là, on sait que l'élève, il est en train de faire autre chose. Il n'est pas sur une ressource que le professeur lui a partagée via l'application. La force de Modco, on le comprend, c'est cette utilisation encadrée du smartphone tout en évitant les désagréments d'ordre logistique, notamment dans les classes mobiles, ce qu'on appelle les classes mobiles, où en fait on a, comment on pourrait appeler ça, des sortes de parcs en fait, informatiques, c'est ça, qui sont mis à la disposition des classes, mais qui ne sont pas forcément contrôlables, qui interagissent au niveau du temps d'utilisation d'élèves des écrans. Exactement. Ouais. En fait, c'est vrai qu'en 2018, on a commencé à voir tous ces plans d'équipement individuels, enfin plans d'équipement mobile, pardon, tout à fait. Qui nous ont permis d'intégrer le numérique dans la classe au travers, en effet, de ces classes mobiles qui sont venues remplacer un petit peu les classes informatiques. Ouais. Le problème de ces classes mobiles, c'est qu'il n'y en a pas à tous les étages. Donc ce petit chariot qu'il faut amener du 3e étage au 1er étage, il faut le pousser. Ouais. Les tablettes, elles ne sont pas toujours chargées, elles ne sont pas toujours mises à jour. Oui, ça c'est sûr. Et personne n'est réellement responsable à part le professeur. Donc pour le professeur qui a besoin d'utiliser le numérique pour, par exemple, faire écouter une vidéo, pour travailler l'écoute en anglais, ou faire un quiz pour valider un acquis après un cours de mathématiques. Ouais. 5 minutes de numérique pour autant de troubles, de difficultés logistiques. En fait, beaucoup de professeurs ne le font pas. Je comprends. Vous, ce que vous défendez justement, c'est ce qu'on appelle le BYOD, le Bring Your Own Device, le fait de venir avec son propre appareil, c'est ça ? Exactement. Ouais. C'est ce qu'on appelle aussi l'acronyme AVEC pour les Français. Donc, apportez votre équipement mobile, ou équipement individuel, pardon. Et en effet, on le voit déjà beaucoup dans les entreprises, dans lesquelles, en effet, on est plus à l'aise de travailler avec notre propre matériel. Oui. Donc, on ne perd pas de temps à s'imprégner, à savoir où aller pour aller chercher une information. C'est un petit peu le même principe. Et quand même, ce qui est étonnant et très intéressant avec ce téléphone, c'est qu'il y a aujourd'hui un lien quasi affectif avec son téléphone qui permet en fait à l'élève d'être engagé
pendant le temps de classe quand il a la possibilité d'utiliser son téléphone. Et particulièrement à l'aise, j'imagine, vous vouliez... Non, oui, ça veut dire que du coup, tous les enfants doivent avoir un smartphone. Alors, c'est vrai que quand on utilise ou quand on déploie Modco, alors c'est dans la charte, on n'oblige pas, bien entendu, les élèves à acheter un téléphone. Ils vont utiliser cette option pour aller voir les parents et leur demander on a le droit d'utiliser son téléphone, donc je veux un téléphone. Non, on ne prône pas l'achat de ce téléphone. Par contre, on souhaite capitaliser sur un équipement qui est disponible et qui permettrait d'intégrer le numérique plus simplement. Parce que ceux qui n'ont pas de téléphone, eh bien, on va pouvoir utiliser ces équipements collectifs mis à disposition par l'établissement et qui permet d'avoir un équipement pour un élève. Parce que c'est comme ça qu'on apprend mieux chacun, individuellement, de manière personnalisée, d'avoir une ressource sur une leçon de mathématiques un petit peu plus difficile que le voisin, parce qu'il a un petit peu plus de mal ou plus de facilité, peu importe, mais une démarche personnalisée. Et la personnalisation, elle est uniquement possible si on a un équipement pour un élève. Vous êtes testé dans combien d'établissements scolaires aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on est testé dans 30 établissements en France. On travaille désormais avec beaucoup plus de collectivités qu'au démarrage de notre start-up. Comment ça s'explique ? C'est parce que justement le numérique dans l'éducation, c'est de plus en plus important, c'est essentiel ? Oui, on voit que déjà le numérique est une des compétences du 21e siècle. Ça a été nommé par the World Economic Forum. On sait que en 2030, une grande majorité des emplois n'existent pas encore. Ouais. Donc on a ce besoin, et la société, elle est numérique. Pour aller faire ses papiers d'identité, on a besoin de ces compétences numériques, de cette capacité à être à l'aise sur ce sujet. Sinon, on va créer une exclusion entre ceux qui sont à l'aise avec le numérique et ceux qui ne sont pas. Donc si on veut préparer et s'assurer que nos enfants aujourd'hui soient à l'aise, formés à ces usages, il faut encourager les bonnes pratiques, parce que c'est ça aussi. C'est ce que vous faites, c'est d'abord un outil pédagogique. Un outil pédagogique, encourager des bonnes pratiques. Alors oui, on assurera que les élèves et la population est le moins possible exclus de ces usages de notre quotidien. Vous vous êtes rendue, Hélène, en février dernier à la rencontre de 3 établissements de la Vienne, en Nouvelle-Aquitaine. L'objectif, c'était quoi ? C'était d'observer justement ces classes qui utilisent votre outil et d'en comprendre les comportements, notamment des élèves et des enseignants. Exactement. Qu'est-ce que vous avez appris ? Alors ce projet, il est fait en collaboration avec 3-4 entités. Et c'est hyper important et pour nous, c'est très, très intéressant. Forcément, l'Académie de Poitiers, qui nous soutient et qui a une démarche de réflexion autour du biode. On a le département de la Vienne, qui est territoire éducatif numérique, donc c'est un des territoires français dans lequel on veut pousser le numérique à titre d'expérimentation, mais pour ensuite être diffusé plus largement. Et le troisième, c'est un laboratoire de recherche pour vraiment analyser quel est l'impact de ces usages du numérique pour les enseignants d'abord et également pour les élèves. Donc c'est vrai que ce retour trouvé en classe, c'est hyper enrichissant pour nous parce que on voit concrètement les améliorations à faire sur notre produit. Ça c'est pour une start-up, c'est essentiel, mais c'est aussi très intéressant parce qu'on voit comment les élèves s'intègrent et utilisent la solution, comment le professeur appréhende aussi l'utilisation d'un support numérique dans le cadre de sa pédagogie. Bien sûr. Et c'est ça qui est essentiel. C'est pas le numérique pour faire du numérique, c'est au service du professeur, dans notre cas du professeur et de l'élève. On va continuer à en parler, si vous voulez bien. Dans un instant, d'abord, on va faire un petit tour du côté de la Planète Tech. On va parler aussi de la pause numérique qui est souhaitée par la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet. Mais d'abord, un petit tour du côté de la Planète Tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
qué locura de pantalla, cómo se mueven esos bloques LED animados con una secuencia que también se combina con la iluminación. Vean ese movimiento, vean qué rajado. Realmente impresionante esta pantalla y básicamente es un concepto que estamos viendo aquí, que está siendo expuesto en el Mobile World Congress en Barcelona. Pero vean cómo se sale uno de los elementos, cómo se salen varios, cómo generan la animación. Es un verdadero espectáculo ver esto y hasta relajante. Ever since I left the city. Don't let you think we're here. You gotta love it, gotta love it, gotta love it. I just wanna chill and twist the lot. Catch stunts in my 745. You drive me crazy, shorty. I need to see you and feel you next to me. I provide everything you need and I... Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée Hélène Azevedo, la cofondatrice de Modco. Hélène, juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, les IA génératives, on le sait, sont de formidables outils pour créer des images dans le style de tel artiste ou de tel courant esthétique. Et ça n'a pas manqué de séduire justement les communicants qui surfent d'ailleurs sur cette vague de ce qu'on appelle l'art-jacking. Absolument, parce que notamment si vous étiez Philippine à San Francisco ces derniers temps... J'aurais bien aimé. Écoutez, vous auriez en plus pu apercevoir la campagne artistique d'affichage du San Francisco Ballet. Cette campagne communiquait autour de leur spectacle Casse-Noisette avec des images générées par Midjourney. On reconnaît le soldat de bois, on reconnaissait le roi des souris avec des textures, des luminosités très très léchées et on ne les compte plus. Ces campagnes de communication culturelle qui détournent le patrimoine grâce aux IA génératives. La dernière en date, une campagne de com des musées de Vienne avec des créations elles aussi créées par IA, inspirées par leurs chefs-d'œuvre. Mais ce qui est le plus drôle, c'est la vidéo qui était faite autour de cette campagne de communication. Elle donne quoi cette vidéo? Eh bien, on va regarder parce qu'elle est assez bien faite. Vous allez voir, on regarde. Peter Bruegel shows humans building a monumental tower. It's not finished, and God observes the balance between human limitation at the border to hybrid. Let's have a look at this picture generated by AI. It seems that the cats have finished the tower building. Is the moral of the story to be less ambitious and still be able to achieve your goals? See the art behind AI art. Ce qui est un peu rigolo ici, eh bien, c'est qu'on ne sait pas trop si en mettant Bruegel au même niveau que les calendriers de mamie avec des œuvres d'art où les personnages sont remplacés par des chats, je ne sais pas si vous voyez ce genre de calendrier. S'il fait ça, est-ce que ce critique d'art se paye la tête de l'art généré par IA ou est-ce qu'au contraire, eh bien, il l'encense ou du moins, eh bien, il en montre tout l'intérêt potentiel. C'est un peu entre l'hommage et la taquinerie, ça. C'est de l'ordre, en tout cas, ces expériences, ces exercices, c'est de l'ordre de l'exercice de style et de l'appropriation d'œuvres devenues des symboles qui peuvent être déclinés ad infinitum. Dans le domaine, l'exemple roi, vous vous en doutez, et évidemment la Joconde, forcément. Et ça date pas d'hier, les détournements. À gauche, on voit Mona avec son crush Saint-Jean-Baptiste pour une appli de rencontre, It's a Match. Mona décoiffée façon doigt dans la prise pour une imprimante Epson.
ou flouté et impressionniste pour une pub Lego. Et chaque fois, on reconnaît le chef-d'œuvre et à chaque fois, on est dérouté par la version qui en est faite. Moi, je préfère, je crois, la Joconde décoiffée. Ils jouent tous sur l'effet de surprise, quand même. Absolument, parce que c'est une technique très huilée qu'on pourrait qualifier donc d'art-jacking, basée sur ce twist de la familiarité déroutée et qui fait que, en fait, l'impact et la mémorisation de la publicité va être particulièrement efficace. En d'autres mots, ça fait jaser. Et c'est bien ce que cherchait le Maurits Huys Museum, un musée aux Pays-Bas, pour une récente campagne sur leur réseau. Le contexte, leur chef-d'œuvre, La jeune fille à la perle, avait été prêté au Rijksmuseum à Amsterdam. Et du coup, les visiteurs qui allaient pour voir le chef-d'œuvre allaient être fort chagrins. Conséquence, pour compenser cet affront et cette tristesse infinie, le Maurits Huys avait lancé sur ses réseaux un appel à contribution en demandant aux internautes de créer leur propre version alternative et numérique du Vermeer. Résultat, une vague de propositions, 3500 propositions en tout, parmi lesquelles le musée en avait sélectionné 170 et exposé 5 versions physiques à la place de La jeune fille à la perle, ce qui n'avait pas évidemment manqué de faire scandale dans la communauté, la haute société néerlandaise, fâchée tout rouge contre cet affront aux beaux-arts et le plus noble. Mais comme on dit dans la pub, il n'y a pas there is no such thing as bad buzz. Tout à fait. Il n'y a pas, voilà. Vous êtes bilingue, je sais pas. Je suis tout à fait bilingue. Donc longue vie au détournement, surtout des détournements d'œuvres d'art, surtout s'ils font venir le public au musée. C'est le but de ces publicités pour la communication culturelle. Évidemment, et c'est génial à chaque fois. Merci beaucoup. Vous connaissiez un petit peu tout ce qui était fait en matière d'art, etc. Et notamment, je vous voyais réagir à ce musée dans les Pays-Bas. Vous y êtes déjà allé? Oui, parce que j'ai pas mal vécu là-bas. Et j'adore cette culture très anglo-saxonne d'aller chercher, parce que d'aller chercher la créativité derrière cette technologie. Ouais, c'est vrai. Et c'est tout l'intérêt finalement de la technologie et d'apprendre en fait à nos plus jeunes enfants, ou les plus âgés d'ailleurs, comment profiter de cette technologie pour avancer. Et en effet, derrière cette technologie, la création des prompts, il faut savoir le faire. C'est une pédagogie aussi, effectivement, à mettre en place et vivement qu'on le fasse à l'école. Merci beaucoup, en tout cas, Jeanne, pour cette chronique. Et puis nous, on lance tout de suite la deuxième partie du talk. Et on continue d'en parler justement numérique et éducation avec notre invitée Hélène Azevedo, la cofondatrice de Modco. Vous nous avez présenté tout ce que vous faites en matière justement d'éducation au numérique avec les outils numériques qui sont les portables en fait, avec lesquels viennent tous les enfants en classe ou la grande majorité. Face à la montée de la violence en France dont on parle beaucoup malheureusement entre élèves ces dernières semaines, Nicole Belloubet, la ministre de l'Éducation nationale, réfléchit à l'instauration d'une pause numérique dans tous les collèges, reposant sur une interdiction qu'elle dit totale des smartphones. Il faut tout de même rappeler que depuis la loi du 3 août 2018, le portable est déjà interdit dans tous les collèges et les écoles. Dans les faits, en fait, les portables, ils ont le droit de venir avec le portable sur eux. Ils n'ont pas le droit de l'utiliser en revanche. Ce que souhaite la ministre, c'est que les élèves, cette fois-ci, un peu comme en Conseil des ministres, déposent leur portable dans une sorte de casier et qu'il y reste jusqu'à la fin de la journée. Est-ce que pour vous, j'imagine que ça a un sacré impact aussi sur ce que vous faites et les actions que vous menez aussi dans l'éducation numérique à l'école. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce? Alors tout d'abord, c'est vrai que les dangers du numérique, ils sont là. Et on ne peut pas ne pas s'émouvoir des situations dans lesquelles vivent nos adolescents. Donc c'est vrai que les dangers, ils sont là. Et le vouloir y répondre, c'est forcément nécessaire. Par contre, les solutions et la solution proposée, elle nous semble pas du tout adaptée du fait tout simplement que ces problèmes de cyberharcèlement, ils n'arrivent pas pendant le temps de l'école. Non. Ils arrivent souvent bien généralement d'ailleurs en dehors de l'école. Donc oui, mettre son téléphone dans un casier ou dans un boîtier, ça résolvera pas le problème du fait que après l'école, la situation de harcèlement continuera ou s'intensifiera. Donc oui, ça déplacera le problème, mais ça ne résolvera pas le problème. Donc c'est
proposition plutôt archaïque. Je trouve, d'autant plus qu'on ne parle pas de l'organisation de ces casiers. Parce que dans une école de 400 élèves, comment organiser ce dépôt de casiers? Qui va être responsable si les casiers sont ouverts? En fait, il y a pas mal de points qui me semblent pas adaptés. D'autant plus qu'on est dans une société numérique, qu'on le veuille ou non, qu'on a besoin d'avancer vers cette société numérique et d'accompagner, d'éduquer. Et donc de ne pas interdire, si je comprends bien vos propos, et plutôt d'éduquer, de faire de la pédagogie sur ces enjeux. Exactement, parce que quand on le voit, on voit l'interdiction faite de la vente de tabac, de la vente d'alcool. Ça n'a pas changé les comportements. Les élèves... Certains élèves, pas tous, heureusement, continuent d'essayer d'aller acheter de leurs cigarettes ou de l'alcool. Toute interdiction est faite pour être outrepassée aussi, c'est ce qu'on dit exactement. Souvent. Ouais. Par contre, ce qui est important de mon point de vue de créer, et c'est là où l'éducation elle a toute la valeur, c'est d'apporter un cadre à l'écoute, à la discussion entre adultes. Parce que forcément, quand on interdit l'usage du téléphone, un enfant se retrouve seul à devoir gérer une situation de harcèlement. Il sait que le téléphone, il est interdit. Il sait qu'il ne devait pas être sur le téléphone. Est-ce que vous pensez que l'élève ira parler à l'adulte pour lui dire que... Non, il n'ira pas. Donc on se retrouve avec des enfants parce qu'ils n'ont pas, parce qu'on n'a pas créé un cadre dans lequel on tient compte de ces nouveaux comportements. La sociabilisation des enfants, des élèves se fait aujourd'hui en ligne. Certes, il faut leur montrer le cadre, il faut leur expliquer les dangers, il faut leur expliquer comment y remédier. Donc toute l'éducation, elle est importante. Et donc le rôle des parents, le rôle de l'école, il est essentiel pour créer ce cadre où l'élève, il se sent accompagné, écouté et ouvert dans les nouveaux usages. Quel impact une telle proposition de la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, pourrait avoir sur vos activités à vous qui permettaient justement aux enfants, aux élèves d'avoir leur portable en classe concrètement? Est-ce que vous échangez d'ailleurs peut-être avec la ministre sur le sujet? Alors on sait que cette loi, en fait, c'est un petit peu dans la continuité. La loi de 2018, elle interdit le téléphone à l'exception des usages pédagogiques. Donc on reste, bien entendu, dans l'usage pédagogique. On propose d'utiliser, de capitaliser sur ces outils, pas pour qu'ils aillent sur les réseaux sociaux pendant l'école, mais pour qu'ils utilisent cet outil pour apprendre à travailler. Apprendre à travailler, c'est accéder à des quiz en ligne choisis par le professeur. C'est d'accéder à la vidéo en anglais choisie par le professeur d'anglais. C'est accéder à des contenus en ligne choisis une nouvelle fois par le professeur de mathématiques. Accéder à cette calculatrice en ligne parce que l'élève a oublié sa propre calculatrice. Mais justement, on a l'impression, pardon, je vous coupe Hélène, mais que cet aspect pédagogique, il n'est pas du tout pris en compte, ni même mis en avant par le ministère de l'Éducation nationale en ce moment. Non, du tout. Et c'est un petit peu ce qui me désole, parce qu'on essaye toujours de confronter les technophiles et les technophobes. Et alors il y a deux camps qui s'opposent. Exactement. Toujours. Et c'est toujours le même sujet. Néanmoins, une nouvelle fois, le numérique, il a pas sa place s'il n'est pas pédagogique. Et oui. Et vous êtes justement pour cette... Et on essaye d'être au plus près des préoccupations et de l'écoute de nos professeurs pour s'assurer que Modco ne soit pas un gadget, qu'il soit utilisé et opérationnel pour le professeur. Parce que vous estimez aussi et surtout que ces préoccupations d'enseignants, elles sont légitimes. Totalement. Totalement. L'enseignement au et par le numérique, il fait partie des programmes depuis un certain temps. Mais comment on peut travailler le numérique sans équipement? Sans numérique. Sans numérique. Effectivement, ça paraît compliqué. En France, c'est les collectivités territoriales qui sont responsables de financer ces équipements. Elles ne sont que 23% à pouvoir mettre à disposition des équipements individuels. Des équipements individuels, ce sont des tablettes qu'on donne à chaque élève. Donc en soi, c'est bien d'équiper individuellement, mais ça crée un double équipement, un équipement qu'il faut maintenir, entretenir, qu'il faut racheter. Donc là, on parle de pollution numérique qui est assez importante, alors que l'élève, il a déjà un super device, un super outil, support numérique entre les mains. Il ne pourra pas tout faire avec son téléphone. On ne peut pas tout faire avec un téléphone, mais un quiz pour vérifier les acquis, amener de l'interactivité, une vidéo, une histoire de 5 minutes pendant le temps de classe qui montre que le numérique, c'est pas du tout numérique.
c'est complémentaire à la démarche pédagogique du professeur, mais il peut avoir des atouts pendant la séance d'1 heure ou 1 heure et demie. Le numérique pédagogique, c'est important et vous le rappelez avec Modco. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, Hélène Azevedo d'avoir été parmi nous. Je vous rappelle que vous êtes cofondatrice de cette entreprise Modco, que vous avez aussi rédigé une thèse sur l'impact des technologies dans l'éducation au primaire, je crois. En primaire. C'est ça, en primaire. Merci d'avoir été parmi nous, en tout cas, dans l'école du futur. Merci à notre chroniqueuse bilingue en plus, Jeanne Dreyfus, d'avoir été parmi nous. Merci à vous de nous avoir suivis et nous, on se retrouve comme tous les jours avec grand plaisir dès demain à 12h30 sur School TV. Bonne journée.